Revenons à la question initiale. En termes de chaîne alimentaire, de chaîne énergétique et de chaîne d'approvisionnement en eau, quelles vont être les conséquences ? Les conséquences, en fait, elles vont dépendre de ce qu'on pourra faire, de ce qu'on aura les capacités de faire en termes d'adaptation. Et en fait, dans toutes les régions du monde, on n'est pas égaux par rapport à ça. On n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes compétences. Et donc, l'enjeu, en fait, c'est, si on regarde non pas la physique du climat, ce qui est le contenu de notre rapport, mais les conséquences, les impacts, les risques, les enjeux, ils touchent tous les secteurs d'activité. Alors, je vais donner un exemple, celui de la gestion de l'eau. L'eau, c'est vital, en fait. Donc, dans un climat qui change, le réchauffement, il est quasi global. Par contre, les conséquences sur la répartition des pluies, elles sont très hétérogènes. Dans les régions froides, c'est plus chaud, plus humide, en moyenne. Donc, plus de précipitations en moyenne annuelle. Par exemple, plus de pluie dans le nord de l'Europe, le nord de la France, en hiver. Plus de moustiques, plus de malaria. Plus de précipitations. Et puis, plus de pluie torrentielle. 7% de plus de quantité de précipitations sur les records par degré de réchauffement global. Donc, ça veut dire une augmentation du risque d'inondation si on n'anticipe pas ça. Ça peut être exacerbé dans les villes, par exemple, parce que plus on urbanise, plus ça ruisselle vite. Mais dans les régions semi-arides, dans les régions de climat méditerranéen, dans un climat qui se réchauffe, il y a un changement en fait, de la circulation atmosphérique de grande échelle. Et une des conséquences, c'est une baisse de la quantité de pluie en moyenne annuelle, et en particulier pendant les saisons sèches. Donc on le voit déjà autour de la Méditerranée, et ça ne va faire que s'accentuer à mesure du niveau de réchauffement global. Donc une des conséquences directes, c'est une augmentation de la sévérité des sécheresses. Et une des régions particulièrement concernées, c'est tout le tour, rive nord, rive sud, de la Méditerranée. Ça représente combien de millions de personnes ? Ça représente en fait des dizaines de millions de personnes. Et par ailleurs, des populations qui sont parfois très jeunes sur la rive sud de la Méditerranée. Donc ça pose des questions d'anticipation, de la gestion de l'eau, d'une gestion durable de l'eau. Ça touche bien sûr les pratiques agricoles, mais aussi l'approvisionnement pour l'industrie, pour les villes. Donc ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants en Europe comme partout dans le monde. Et puis c'est pas simplement ça en fait, c'est pas que des moyennes. Donc le dernier constat que l'on dresse, avec dans ce rapport pour la première fois un chapitre entier dédié au cycle de l'eau, c'est que dans un climat qui se réchauffe, le cycle de l'eau en fait en moyenne il s'intensifie. Donc ça veut dire une atmosphère qui contient plus d'humidité, donc parfois des épisodes plus intenses. En moyenne, plus on met des gaz à effet de serre, plus les pluies de mousson par exemple sont intenses. Mais quand l'atmosphère est plus chaude, en fait, elle peut aussi vider plus vite les sols de leur humidité en renforçant l'évaporation, la transpiration des plantes. Et donc, en fait, ce dont on parle, c'est un cycle de l'eau plus intense, plus variable d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, avec des saisons très sèches, très humides, et des événements très secs et très humides exacerbés. Et c'est aussi le cas pour l'Europe de l'Ouest. Si je vous comprends bien, ça va faire des événements plus extrêmes concernant la chaîne alimentaire. Exactement. Donc on avait rendu en 2019 un rapport spécial sur les enjeux croisés climat-sécurité alimentaire. Donc le constat, il est très net. Quand on a par exemple des sécheresses sévères qui touchent certaines régions, ou des vagues de chaleur qui dépassent les seuils de tolérance des espèces cultivées, ou des animaux qu'on élève, des animaux d'élevage, on a des chutes de rendement. Pour le moment, c'est quelque chose qui est plutôt concentré et qu'on arrive à gérer par le marché mondial en fait, d'approvisionnement. Plus le climat se réchauffe, plus on risque d'avoir des chocs, mais qui ne sont pas seulement pour une seule région, mais qui pourraient toucher plusieurs greniers à blé en même temps. Donc ça fait partie des enjeux critiques. Par exemple, pour l'Europe, dans notre analyse, on montre qu'à plus de 2 degrés, on risque en fait de souvent dépasser les seuils de tolérance qu'on connaît aujourd'hui pour la santé, pour le travail en extérieur ou pour certaines espèces cultivées aujourd'hui. Donc on n'est pas complètement coincé, au sens où finalement les enjeux pour la sécurité alimentaire, ce n'est pas simplement le niveau de réchauffement, c'est aussi en fait l'évolution des revenus des agriculteurs partout dans le monde. Si en fait on les aide à sortir de la pauvreté, si on renforce leur capacité d'adaptation, ça permet de réduire ce risque. Et d'un autre côté, si on maîtrise la demande alimentaire, on peut aussi limiter les risques. La demande alimentaire, c'est tiré par l'évolution démographique et les types d'alimentation. Est-ce qu'on doit maîtriser l'évolution démographique ? Nous, on explore en fait un ensemble de scénarios très contrastés pour la partie physique du climat. Ça s'appelle un effet de manche pour ne pas répondre à une question, ça. En fait, je décris ce qu'on fait.
pour le climat, pour comprendre comment le climat va évoluer, on explore en fait 5 grands scénarios, 5 grandes familles de scénarios très contrastés. Je vais décrire les 2 extrêmes, comme ça donne une idée. Dans ces scénarios, vous avez inclus la cupidité des lobbies et l'impuissance des politiques. En fait, c'est vraiment des narratifs complètement contrastés. Donc on va prendre le scénario curseur maximum sur la soutenabilité, donc forte volonté politique, mise en œuvre de politiques publiques pour la maîtrise démographique, c'est l'éducation des filles en particulier, maîtrise de la consommation, donc des modes de consommation soutenables pour l'alimentation, les matières premières non renouvelables, maîtrise de la demande d'énergie. Ça, c'est le scénario le plus bas en fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est celui qui permet d'assurer la sécurité alimentaire, même pour un réchauffement qui atteindrait 2 degrés sans choc majeur. Et puis des scénarios intermédiaires, poursuite des tendances actuelles. Et puis des scénarios en fait de augmentation des rivalités régionales, un développement en fait où la population continue à augmenter, et non seulement elle augmente, mais les inégalités explosent. Donc ça veut dire d'un côté une partie importante de la population mondiale qui a les moyens en fait de consommer beaucoup, donc ça exerce une pression très forte sur la demande en matériaux, la demande en énergie. Ça exerce également une pression très forte sur la demande alimentaire, par exemple la consommation de viande ou d'huile végétale, donc qui exerce une pression croissante sur les terres et sur le climat. Et de l'autre côté, une partie importante de la population mondiale qui est très pauvre, très peu de capacité d'adaptation, pas de filet de sécurité, pas de système d'assurance, extrêmement vulnérable. Et donc en fait, en fonction de ces familles de scénarios, les impacts sur le climat à travers les émissions de gaz à effet de serre, la pression sur les terres et la biodiversité sont très différents, mais aussi les vulnérabilités, les expositions, les capacités à agir. Et donc nous, on regarde l'effet climat, et en février 2022, nos collègues en fait, qui travaillent sur les impacts, les risques et les options d'adaptation vont utiliser les mêmes types d'informations pour avoir une vision beaucoup plus claire sur l'ensemble des risques par secteur, par région, y compris les questions de déplacement de population à l'intérieur des pays, entre les pays, parce que bien sûr, cela fait partie aussi des enjeux.